C'est un secret qui a bouleversé leur vie, Pour moi, j'ai été échangée contre de l'argent, donc je pense que j'ai été vendue. laissant des questions encore sans réponse. On me change les prénoms, on me change mon nom de famille, on me change de lieu. Enfin, comment c'est possible ? Aujourd'hui, ces victimes attendent encore d'être reconnues. C'est un combat qui dure depuis plus de 30 ans. À Rouen, pendant des décennies, des nourrissons ont transité par une institution discrète, les berceaux. Officiellement, il s'agissait de protéger les enfants, mais aujourd'hui, de Rouen jusqu'à Paris, certains dénoncent une toute autre réalité. Alors on est à Mont-Saint-Aignan, sur la colline, comme disait Thérèse, ma petite maman biologique, sur la colline, à la clinique du Belvédère. Voilà, je suis censée être née là. Liliane est née en 1953, petite fille très attendue d'une famille bourgeoise. Elle était loin de se douter de l'histoire cachée derrière sa naissance. Quand j'ai perdu mes parents, j'avais 47 ans, j'ai été chercher dans l'ancienne maison qu'ils avaient, alors qu'ils avaient vendu la maison. Ils avaient laissé des documents dans cette maison. Je les ai récupérés et miraculeusement, j'ai retrouvé mon acte de naissance intégrale que je n'avais jamais vu et un bon à payer à l'ordre de Madame Paradis. Donc évidemment, je me demande ce que c'est que ça. Madame Paradis, je ne sais pas ce que c'est. 30 000 francs, bon, à payer. Mais ce que je vois, c'est que mon père m'a reconnue à la mairie de Mont-Saint-Aignan le même jour qu'il a signé ce bon à payer pour cette dame. Donc évidemment, ça m'interpelle. Je me dis, bon, il m'a reconnue, ça veut dire que je n'ai pas été adoptée, c'est vraiment mon père. Enfin, voilà, c'est ce que je peux me dire. Et là, je suis surprise, évidemment. En même temps, je suis contente parce que si c'est mon père, très bien, formidable. J'ai au moins trouvé une partie de ma famille biologique. Mais enfin, pourquoi m'aurait-il payé, aurait-il acheté un enfant si c'était le sien? Enfin, je ne comprends pas. Donc là commence une enquête en fait, qui durera 26 ans en fait. Mais je ne retrouve pas grand-chose, seulement des gens qui cherchent comme moi et qui ont fait un blog et des documents qui me prouvent qu'il y a un trafic d'enfants en fait. 26 ans d'enquête, mais très peu de preuves. Et c'est une des caractéristiques de cette affaire, car pour les enfants du berceau de Rouen, la révélation, quand elle est possible, arrive tardivement. À Paris, Sylvie a 51 ans quand son père se livre enfin. Elle a bien transité par les berceaux de l'association. À un moment, j'ai demandé à mon père de raconter son souvenir de mon adoption et je l'ai enregistré. Tu me disais que tu te souvenais de Madame Paradis. Ben oui, je la revois à l'hôtel Saint-Lazare. On parlait un peu de ce qu'elle savait, de la provenance de ses enfants. Il fallait quand même en savoir un petit peu. Et alors pourquoi je l'ai enregistré c'est parce que aussi je pense que je me fais pas confiance. J'ai peur, comme tout se brouille, puisque finalement on peut me dire une chose et me dire le contraire, et finalement je crois ce qu'on me dit et je suis brouillée. Le fait d'enregistrer, c'est que c'était pas moi, c'était pas mon souvenir, mais c'était vraiment ancré. C'est des preuves en fait. Je n'arrête pas dans ma vie d'avoir des preuves d'une existence qui finalement n'est pas définie. Et pour retracer ces existences, il faut comprendre comment une association aussi réputée a pu agir en toute liberté. Alors, les Berceaux de Rouen, c'est une association qui est créée en 1941. On est sous la France de Vichy. Le maréchal Pétain accorde beaucoup d'importance aux naissances, réprime fortement l'avortement. Et dans ce cadre-là, eh bien, Madame Paradis, qui habite Rouen, qui est une ancienne infirmière, etc., eh bien, elle décide de créer une association pour prendre en charge des mères qui sont dans la difficulté, des futures mères qui sont dans la difficulté, et leurs enfants, en vue, j'allais dire, de leur garantir d'une certaine manière un avenir. Donc l'idée de départ est tout à fait louable, mais les Berceaux de Rouen se distinguent par le fait que très vite à la fin de la guerre, ils pratiquent
le placement d'enfants en vue d'adoption alors qu'ils n'ont aucune autorisation pour le faire. Et ça, c'est la marque de fabrique, si j'ose dire, des berceaux de Rouen, c'est-à-dire que pendant 30 ans, on a une association, surtout une personne, Édith Paradis, eh bien, qui va jouer un rôle d'intermédiaire de l'adoption alors qu'elle n'en a absolument pas le droit. Alors très vite, des irrégularités apparaissent. Quand il s'agit, par exemple, de faire en sorte qu'un enfant soit reconnu par un père qui n'est pas le sien. Ça, c'est une fausse reconnaissance de paternité. On touche à une pratique illicite parce que ça va avoir des effets sur la filiation de l'enfant. Et puis, le crime le plus grave, et c'est un crime à l'époque, aujourd'hui c'est devenu un délit, mais à l'époque c'est un crime, c'est le crime de supposition d'enfant. C'est-à-dire quand un enfant est attribué à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Cette supposition d'enfant est véritablement la pratique illicite la plus grave qu'a commis Édith Paradis. Et on est bien d'accord, tout ça se fait en dehors de l'adoption. Et c'est vrai que c'est l'argent qui scelle un peu ce secret-là. Moi, je ne dis pas que des enfants ont été vendus, je dis qu'il y a eu, pour garantir ces secrets, eh bien, effectivement, des sommes d'argent qui ont été échangées. Et là, évidemment, c'est un parcours du combattant pour ces personnes-là que de retrouver des traces de leurs origines. Et donc, elles se tournent vers des tests ADN, vers des détectives, vers des généalogistes pour essayer de retrouver des traces de leurs origines. Alors, voici ce qu'est un test ADN, puisque j'en avais acheté plusieurs il y a quelques années. On a 2 petits échantillons, un petit goupillon pour gratter la joue, et puis on met tout ça là-dedans, et puis on les envoie, et après, on a, tadam, on a son origine. On trouve une cousine, mais on ne sait pas du tout à quel degré, en Israël. Je décide de partir en Israël pour retrouver cette cousine. Je me retrouve à Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, Beersheba, tout ça. Je suis avec ma plus jeune fille, qui doit me suivre après en Irak pour un web documentaire. On essaye de savoir un peu l'histoire. Et donc là, je sais que j'ai un peu des origines juives, mais je ne sais pas du tout à quel niveau. Et c'est simplement pendant le Covid où je vais refaire des tests. Et là, grâce à un cousin, un cousin que je ne connais pas, qui me découvre, qui a un bar dans le 11e arrondissement, qui fait de la généalogie sur vraiment les origines. Et je trouve des demi-sœurs. Et là, une qui me dit « Ah mais oui, je vais t'envoyer la photo de notre père. » Ah. Et donc je fais des recherches, je retrouve ce père, il est toujours vivant. Voilà. C'est un juif séfarade qui a quitté Sfax pour aller construire des routes en Israël au début de la fondation du pays, qui est mal vu parce que pour les juifs ashkénazes, un séfarade, c'est un arabe. Et donc il me raconte un peu son histoire, mais au départ, il ne veut pas me voir. Voilà, il ne veut pas me voir. Et donc voilà, donc je découvre un peu l'histoire. Et cet homme, il a connu ma mère, il l'a mise enceinte. Donc c'est qui? Et cette andouille, il ne se souvient de rien, soi-disant. Il se souvient, alors je découvre quand même que petit à petit, parce que ça n'arrête pas finalement les découvertes, et on est 8 frères et sœurs. Sylvie a donc pu retrouver une partie de ses origines. Du côté de Liliane, les recherches ont également abouti. Sa famille paternelle serait d'origine écossaise. Et puis je retrouve mon père venu faire sa vie en France après la guerre 14. Et voilà, et donc on est sûr que c'est mon père, puisqu'on a retrouvé ses petits-enfants qui ont accepté de faire un test ADN avec moi. Des révélations tardives, des pratiques identifiées comme illégales, cette quête d'identité illustre toute la complexité de ces adoptions. Pour moi, je sais que je ne vais pas m'engager dans un procès à mon âge, c'est trop tard. Mais bon, il y a des gens qui sont nés encore dans les années 70, ça veut dire qu'ils ont 50 ans, qui ne savent toujours pas encore peut-être qu'ils sont victimes de trafic. Donc pour ces gens-là, il faut que les lois changent.
Faire évoluer les lois, c'est le combat du collectif Né sous X. Un combat qui dure depuis plus de 30 ans et sans jamais qu'il y ait quelque chose de véritablement de concret et de changement. Actuellement, la loi française permet cet anonymat-là. Et on voit bien que l'accouchement sous X entraîne des dérives et les berceaux de Rouen, c'est un peu aussi une dérive de cet accouchement sous X. Il y a plein de dérives comme ça de cet accouchement sous X qu'il faut vraiment le changer et je pense que oui, ça vient. Le changement est là. Il y a eu une lettre de mission qui a été faite par la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, en direction du CNAOP et du CNA pour qu'ils fassent des propositions. On a été auditionné avec d'autres pour faire entendre évidemment notre point de vue. Et je pense que bientôt on va avoir de la nouveauté, on va avoir du changement sur ce niveau-là parce qu'il faut qu'on trouve véritablement une solution équilibrée entre les droits de la mère de naissance, certes, entre les droits de l'enfant, qui pour l'instant sont complètement gommés par rapport à son accès aux origines, et aussi les droits des parents adoptifs qui doivent être aussi sécurisés. C'est ce trépied-là donc que l'on veut considérer. L'enfant, la mère de naissance, les parents adoptifs. Mais ces actions n'enlèvent en rien le préjudice subi, puisqu'aujourd'hui, les berceaux de Rouen n'existent plus et la mort d'Edith Paradis laisse de nombreuses questions sans réponse. Par exemple, il est impossible de quantifier le nombre d'enfants passés par l'association. Alors avec cette étude et ces propositions de loi, Sylvie et Liliane espèrent enfin pouvoir faire changer les choses. Je donne des archives, je travaille là-dedans, c'est pas pour rien. Et puis, j'aimerais bien que tout ça ne soit plus un sujet. Voilà. Qu'il y ait une suite véritable, qu'on n'en parle plus, que j'arrête d'en parler. Les enfants qui sont dans le flou comme ça, qui ne savent pas pourquoi ils ont été abandonnés, mais c'est impossible de se construire normalement. Impossible.